Je laisse la parole maintenant au président d'honneur du Front National, qui est le président des comités Jeanne, car comme vous le savez, notre entente électorale va s'articuler entre le Parti de la France, Civitas et les comités Jeanne. La parole est à Jean-Marie Le Pen. Merci Karl, merci à tous de me recevoir. Je commence mon intervention malheureusement par une nouvelle un peu triste pour ceux qui l'ont connu. Jean-Pierre Sablot, qui a été mon chauffeur pendant des années et a été trouvé mort à son domicile hier. Et nous saluons un militant qui a été, il faut le dire, jusqu'au bout de ses forces, puisqu'à la fin, il ne pouvait plus conduire pratiquement. C'est pour ça qu'il a cessé d'être mon chauffeur. Voilà, sur cette parole, un petit souvenir pour un camarade parachutiste, dévoué, militant, comme tant l'ont été. Et encore une fois, merci à vous qui continuez le combat dans des conditions que je sais extrêmement difficiles, mais tant qu'il y a, comment dirais-je, tant que la mer est par-dessous, c'est le corsaire qui tient le bon bout. C'est ce dont nous essayons de nous persuader. Je voudrais remercier Roger Hollande d'avoir fait un retour en arrière qui peut apparaître à certains d'entre vous comme un peu désuet. Pourquoi évoquer des faits qui sont si lointains? Eh bien, ils sont évoqués parce qu'ils sont fondateurs. Et je vais vous dire, Roger Hollande et moi, c'est le privilège de l'âge, à la différence de nos compatriotes, ont connu la guerre. Nous avons connu et vécu la guerre. Alors que la plupart, enfin tous nos compatriotes pratiquement, n'ont connu la guerre qu'à travers les écrits, les films, les discours, les récits de ceux qui l'ont gagné, ou qui considèrent l'avoir gagné, et qui se sont partagés les dépouilles opimes. Je dois dire, sans m'attarder sur le sujet, que déjà pendant la guerre, adolescent, j'avais remarqué quand je venais en vacances, parce que comme au collège, on n'écoutait pas la radio, hein, on avait autre chose à faire. Et pendant les vacances, je m'apercevais d'une chose, c'est que Radio Londres était beaucoup plus anti-Vichy qu'anti-Berlin. Autrement dit, c'était bien une affaire de politique intérieure. Et j'en ai été, le fait a été confirmé par la suite, quand un certain nombre de bravaches qui s'étaient tenus relativement tranquilles, qui est normal pendant la guerre, se présentaient comme des héros et exigeaient leur part du gâteau qui serait arraché à ceux qui l'avaient chez eux. Voilà. Bon, sur ces paroles, je crois que c'est important de savoir où remontent les falsifications de l'histoire, car la complicité qui a existé entre gaullistes et communistes pendant des années ne s'explique pas autrement qu'à partir de ces faits très complexes, il faut le dire, mais qui méritent d'être écoutés et étudiés surtout par les gens d'un Conseil national qui sont des dirigeants et qui ont pour mission, bien sûr, de transmettre la vérité et avant, bien sûr, de la connaître. Ce n'est pas si facile. Ce qui est difficile, dit-on, ce n'est pas de faire son devoir, c'est de le discerner dans une période comme la nôtre. Je dois dire que je vis avec une certaine tristesse les événements qui se déroulent, parce que au moment où on pouvait espérer que les forces nationales unies allaient peut-être remporter une victoire, mais dont je pensais qu'elle ne pourrait pas être remportée, puisque la condition préalable, c'est-à-dire l'union, n'était pas réalisée.
comment peut-on appeler à l'union des citoyens quand on n'est pas capable de faire l'union dans son propre camp, ou quand au contraire, on marque de façon solennelle et brutale l'exclusion du fondateur du mouvement et qui l'a conduit pendant 40 ans et qui est de surcroît, mais ça c'est anecdotique, le père de la présidente. Il est bien évident qu'il s'agit là d'un geste politique qui a à destination de je ne sais qui, j'en suis réduit à des conjectures comme chacun d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, il est bien évident que ça constituait une fracture, en tous les cas une fêlure à l'intérieur du Front National lui-même, et par conséquent plus encore au-delà, puisque à partir du moment où on fait l'union chez soi, on fait l'union autour de soi, et on essaye de faire l'union la plus générale possible. C'est nécessaire, c'est indispensable, car ce que j'aurais dit si j'avais été l'adversaire de M. Macron. Mais vous savez que moi je n'ai pas eu droit à ce débat, puisque comme un lâche qu'il était, M. Chirac, habilement d'ailleurs, a préféré s'éviter cette épreuve. Il s'est dit, on lui a dit, celui-là c'est un méchant, Jacques, essaye quand même d'esquiver le coup. Bon, ce qu'il a fait d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de l'atmosphère extraordinaire de 2002, de la mobilisation générale de toutes les forces de l'établissement, les enfants des écoles avec le panneau « Mort à Le Pen » et les journaux voyant leur éditorial écrit pour la première fois, non pas par leur rédacteur en chef, mais par le directeur du Figaro, le directeur y ont été de leur article, bien sûr, toujours articulé pour barrer la route au fascisme, enfin à tout ce qui est défini comme devant changer les choses en France, et qui s'était comporté, je dois dire quand même, il faudrait être raisonnable. Je crois que le Front National a participé à 61 élections différentes depuis sa fondation. Alors si ce n'est pas une preuve de fonctionnement démocratique, je ne sais pas ce qu'il faut faire peut-être, bref, quoi qu'il en soit, nous sommes aujourd'hui dans une autre situation. Si j'avais été, mais c'est facile à dire ça, si j'avais été l'interlocuteur de M. Macron, d'abord, je n'aurais pris aucun dossier. Ensuite, j'aurais contesté la présence des journalistes. Pour la bonne raison que ce sont eux qui, par leurs questions, déterminent l'espace de débat. Alors que je pense que le débat devait être tout à fait ouvert. Et opposer deux personnes qui devaient d'ailleurs de surcroît rappeler l'erreur commise par la classe politique depuis des décennies, à savoir exiger du président, du candidat président, un projet de gouvernement, un programme de gouvernement. Ça n'est pas du tout la mission du président de la République. Ça, c'est la mission du Premier ministre. Et chacun s'est cru obligé d'y aller, de s'engager sur tel et tel sujet, la sécurité sociale, etc. Le président a un certain nombre de fonctions constitutionnelles. Il est le représentant, il est le chef de l'État. Il est le chef des armées. Il est aussi le chef de la diplomatie. Il a un certain nombre de prérogatives précises qui imposent le choix d'une personnalité, d'une qualité que l'électeur doit discerner justement au cours d'un débat qui oppose les finalistes. Et donc, si je m'étais trouvé dans cette situation, je n'aurais pas procédé à la série d'attaques auxquelles a procédé Marine Le Pen, à mon avis, sur le conseil d'un certain nombre des gens qui sont proches d'elle. Et à partir, ils sont tombés, me semble-t-il, dans le piège de Macron qui avait dit « Et moi, si ça tourne un peu mal, je partirai, je quitterai le débat. » Ils se sont dit « Voilà, c'est là qu'il faut taper.
Par conséquent, tu tapes à outrance, tu ne le lâches pas, et à un moment donné, il va craquer et il s'en ira. Et la bataille sera gagnée. Je pense qu'avec les écoutes dont il dispose à l'intérieur du Front National, M. Macron a su quelle allait être la tactique ou la stratégie de son adversaire. Et il était, me semble-t-il, tranquillisant et avec un calme olympien, présidentiel, il faut le dire. Et Marine me paraissait, elle, au contraire, avoir été soumise à un autre traitement. Ce genre de conseil qu'on donne, mais tu te sens fatigué, mais prends donc de la vitamine C ou du Maxiton, moi ça me réussit très bien, ça fait réussir très bien à quelqu'un et très mal à quelqu'un d'autre. En tout cas, visiblement, moi je l'ai trouvée pas conforme tout à fait à elle-même. Bon, donc moi j'aurais, c'est facile à dire, si avec des si on mettrait Paris en bouteille, dit-on. Mais j'aurais dit voilà, je voudrais que les téléspectateurs se rendent bien compte de l'angoisse qui est la nôtre, à mon adversaire et à moi-même, au moment où va se déterminer le choix du chef d'un État qui est menacé de disparition. Parce que je vous dois, avant toute chose, avant que le débat ne commence, je vous dois la vérité. Notre pays est en danger de mort. Il ne s'en rend pas compte, la situation lui est masquée par le quotidien, par les difficultés des uns et des autres, et puis les vacances approchent. Quand on parle d'autre chose, on ne parle pas des choses sérieuses. Oui, tous les indicateurs de l'activité française sont au rouge. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont été des criminels. Ceux qui ont accepté ou provoqué l'entrée pendant 30 à 40 ans de 200 000 étrangers par an légaux, alors que nous étions déjà à cette période dans une situation de chômage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nécessité de recourir à des travailleurs étrangers. Je rappelle d'ailleurs que nous étions opposés à cette concurrence qui était faite à nos travailleurs pour maintenir un niveau de salaire bas. Parce que s'il n'y a pas de concurrence étrangère, on est obligé de payer les travaux au prix qu'ils méritent. Parce que si les éboueurs parisiens, par exemple, payaient 1000 € par mois, s'il n'y a personne pour les remplacer, ben c'est aux enchères. 1100, oh non, non, on ne travaille pas. 1200, 1300, 1500, 1500, ça va, on travaille. Et à ce moment-là, le travail est payé le prix qu'il vaut. Parce qu'il s'établit en effet dans une discussion entre offreurs et preneurs de travail. Ce n'est pas ce qui a été fait, et la mécanique qui aujourd'hui aboutit aussi aux travailleurs détachés, n'est-ce pas? On va chercher au bout du monde des travailleurs, où on laisse venir des travailleurs qui, sous la pression de la nécessité la plus absolue, sont prêts à travailler à des tarifs les plus bas possibles. Ceci ne nous a pas mis cependant dans une situation concurrentielle, puisqu'aussi bien nous avons 2200 milliards de dettes. 2200 milliards de dettes qui continuent toutes les années de s'aggraver, puisque nous avons un déficit budgétaire constant, que nous avons un déficit social qui s'accroît, que nous avons un nombre de chômeurs qui grandit, que nous avons un nombre de pauvres, au sens officiel du terme, qui devrait nous faire honte. Et je passe rapidement sur les autres composantes de notre situation.
que ce soit la santé, que ce soit l'école, que ce soit la justice. Il est absolument intolérable qu'il y ait 22% des magistrats qui votent pour un syndicat anarcho-trotskiste dont la négation de la loi est dans le texte. Le syndicat de la magistrature dont nous avons demandé la dissolution, d'ailleurs les magistrats, comme en Angleterre, devraient faire connaître leur affiliation syndicale et politique. Quand ils ont présenté leur programme il y a quelques années, c'était sous un album avec une première page de couleur. C'était une tête de flic avec une tête de cochon avec un képi de flic. C'était déjà dire, suggérer un peu l'esprit qui régnait chez ces gardiens de la loi. Il y a le programme disait « Nous serons toujours pour les piétons contre les automobilistes, pour les épouses contre leurs maris, pour les détenus contre les matons. » Voilà, c'est la ligne de ceux qui ont construit dans leurs locaux le mur des cons, où nous avons l'honneur d'avoir été affichés. Ces magistrats, j'ai souvent affaire à eux, et quand par malheur je tombe dans les deux échelons, c'est-à-dire première instance et appel, bam, c'est l'exécution. C'est ainsi par exemple que récemment, dans l'affaire du détail, qu'est-ce qu'avait dit Le Pen d'affreux? Les chambres à gaz. On posait la question, hein. Je ne suis pas obsédé par les chambres à gaz, mais les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien ça m'a valu à la 17e correctionnelle récemment 70 000 €, confirmé en appel probablement par quelqu'un du syndicat. Bon, je suis poursuivi, j'ai été condamné 2 fois pour les Roms, parce que, homme politique, je pensais avoir le droit de m'exprimer sur des sujets d'actualité, que j'avais raconté une blague, il est vrai. Oh, j'avais dit un jour que à Nice, il y aurait la Romnade des Anglais. Appel à la discrimination et à la haine. J'avais dit aussi, une blague à un Rome qui m'avait dit un jour, « Oh, Monsieur le Président, nous sommes comme les oiseaux, nous on vole naturellement. » C'était pas féroce. Condamné lourdement. Là, je viens d'être impliqué dans des affaires de Zomo. Le Zomo étant devenu pratiquement sacré en France. Attention, quand vous en parlez, soyez extrêmement prudents, parce que j'ai dit, les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe, quand il n'y en a pas, c'est un petit peu fade, et quand il y en a trop, c'est imbuvable. Poursuivi par le parquet de Paris sur, comment dirais-je, une plainte de l'association Mousse. L'association Mousse, et alors une autre parce que j'ai dit au moment de l'affaire, je l'ai le policier qui a été tué, donc j'ai dit d'ailleurs que ce n'était pas une victime, c'est pas un héros, c'est une victime. Il s'est pris 2 balles à travers sa carrosserie, bon, il a quand même eu la Légion d'honneur, etc. Tout ça, mais c'est très bien. Mais j'ai dit, remarquez la modestie des termes, j'ai été un peu choqué par le fait que l'on donna la parole à son mari, son conjoint. Exactement, le terme était son conjoint. D'abord, parce que jamais les familles ne prennent la parole dans ces circonstances. On n'a jamais vu une veuve venir prendre la parole. Non. Mais là, c'était spécial. Et c'était en présence du président de la République, qui lui-même a fait un discours, et le discours lui-même était un discours politique, ce qui se comprend puisque le policier victime et son conjoint étaient des militants de LGBT. Q maintenant. Parce que, oui, parce qu'il n'y a plus seulement les lesbiens, gays, bi et trans, il y a aussi les queers. Les queers, c'est ceux qui ont
des fantaisies sexuelles. Avec leurs juments, avec leurs chiens, je sais pas, peut-être avec des petits-enfants, mais tous les queers. Le queer permet tout. Et attention, si vous vous étonnez de ça, et surtout, si vous vous indignez, alors là, vous tombez sous le coup de la loi et de la vigilance du parquet normal. Parce qu'il y a aussi deux organisations qui ont été créées par M. Hollande, Adusum Delphini, c'est-à-dire pour nous combattre, c'est la haute autorité pour la transparence confiée à M. Nadal, ancien procureur général près la Cour de cassation, socialiste, soutien de M. Hollande aux élections, etc., etc. Et puis le parquet national financier, qui a été créé là pour des poursuites spécifiquement contre le Front National, l'ennemi public numéro 1. D'ailleurs, les mots d'ordre n'étaient pas souvent des mots d'ordre politiques, c'était barrer la route au Front National. C'était le monstre qui allait arriver, qui était épouvantable. Et on a vu, à notre surprise, un homme qu'on croyait courageux parce qu'il avait résisté à des attaques assez mesquines, il faut dire, bon, c'était pas très conforme à la morale, mais ça n'était pas exactement interdit par la loi. C'était M. Fillon qui avait fait travailler sa femme et ses enfants. À peine a-t-il été écarté qu'il s'est jeté aux pieds de M. Macron pour dire, mais M. Macron, et là, maintenant, il y a un grand problème avec M. Béraud. Mais il paraît que ça s'arrange. Ça, la presse titrait quand même, ça chauffe. C'est normal, quand il s'agit de soupe. Normal qu'on chauffe. Mais encore une petite louche, M. Macron, s'il vous plaît, parce qu'on a faim. Bon, d'accord. Je peux même vous donner une louche de ce que je pense. Ah bon, c'est bon pour l'élection? Alors mettez-en deux. C'est plus sûr. Il faut bien, nous sommes de ceux, vous savez, de la race de ceux qui rient dans les tempêtes. Sans ça, nous ne ferions pas de politique. C'était la grande force du Front National, c'était qu'il était composé de gens qui avaient reçu toute leur vie plus de coups et d'injures que de places. Donc ils étaient blindés, avec un esprit sacrificiel et de dévouement à la patrie indiscutable. Et ce type d'hommes et de femmes a été écarté progressivement au bénéfice de gens qui sont censés être professionnels. Professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont passé l'examen de 3e année de Sciences Po, sont généralement fils d'enseignants. Je ne voudrais choquer personne, surtout s'il y a parmi vous des enseignants. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il s'est créé dans notre pays une noblesse, une nouvelle noblesse. Avant c'était les gosses de riches, maintenant c'est les gosses de profs. Et cette noblesse s'érige à partir d'une sélection naturelle née de l'effondrement de l'enseignement. En effet, l'enseignement à tous les niveaux s'étant effondré, il y a une catégorie d'élèves qui, elle, va s'en sortir, c'est ceux qui ont à la maison les répétiteurs qu'avaient les enfants de nobles sous l'Ancien Régime. Parce que papa est prof d'histoire et maman prof de maths. Alors que le niveau général de ceux qui n'ont que l'école pour leur transmettre les connaissances s'est affaibli, eh bien une certaine catégorie de Français va bénéficier dans la famille d'avantages personnels liés à la répétition que pourront faire les professeurs. Voilà. Alors je n'ai rien contre les professeurs, mais je constate que c'est érigé dans notre pays une nouvelle noblesse, une noblesse issue de l'éducation nationale, laquelle étant depuis 50 ans un foyer de marxisme et de communisme, d'anarchisme, de trotskisme, eh bien nous avons
des élites fabriquées par nos concours nationaux, que ce soit l'ENA ou l'ENM. Je vous donne une confidence, nous avions un ami dans la promotion précédente qui m'a dit, ils sont 80 à peu près, hein, je suis le seul homme de droite de la promotion, parce que comme c'était su, s'il y en avait eu un autre, il m'aurait dit un jour dans le couloir, il m'aurait donné un coup de coude en me disant, tu sais, moi j'en suis aussi. Non, jamais. Ce qui veut dire que, comme le révèlent d'ailleurs des sondages, de 80-90% se déclarent être des gens de gauche. Alors il ne faut pas s'étonner, quels que soient les résultats électoraux, de voir la France dirigée et dans la direction que l'on sait et dont on constate comme citoyen non seulement la médiocrité mais l'extrême danger. D'autant que nous faisons honneur tous les uns et les autres d'avoir discerné que l'événement principal du millénaire avait été l'explosion démographique du XXe siècle. En effet, la population mondiale est passée en un siècle, moins d'un siècle, de 2 à 7 milliards d'habitants, galopant vers les 8, 9 ou 10 milliards, puisque l'ONU annonce que le Nigeria aura ou aurait, à la fin du siècle, 440 millions d'habitants. C'est dire que l'explosion démographique, malheureusement, s'est limitée au tiers-monde, car cette situation coïncide avec un phénomène corrélatif et contraire, c'est l'effondrement de la natalité dans les pays de ce que j'appelle l'espace boréal, qui va de Gibraltar à Tokyo, on peut dire, en passant par Vladivostok. Certains de nos pays sont tellement atteints qu'ils ont probablement franchi la barre à partir de laquelle on ne peut plus remonter. Cette barre se situe à 1,3 enfants par femme. Là, il faut, pour que les générations se remplacent, 2,1 enfants par femme. C'est un peu statistiquement amusant, mais c'est 2,1. Nous sommes, grâce aux naissances immigrées, en tête des Européens avec 1,8. Ce qui veut dire qu'il y a 1,4 enfants français de souche. Mais 2 de nos voisins sont passés sous la barre des 1,3 et sont donc condamnés à disparaître. L'Espagne et l'Italie. Mais tout se passe bien en Espagne. Hein. Il y a la musique, il y a tout, tout va bien, le soleil brille. Et en Italie, les marins italiens, chaque jour, se félicitent de ramener 100, 200, 2000 personnes qui ont été cherchées sur les bords du rivage libyen. Le scénario est très bien mis au point. Vous montez sur le bateau pourri, vous avez un téléphone international, et dès que vous êtes à 10 000 des côtes, « Allô, c'est cool, on est en train de mourir, on coule !» Et les marins italiens arrivent, distribuent les bouées de sauvetage, et en avant par ici, pensez donc qu'on n'a tout de même pas laissé les gens mourir dans la Méditerranée, comme ça, c'est un numéro qui doit mourir quelque chose comme 10 000 terriens par jour, enfin un peu partout, de misère, de faim, de froid, de soif, bref, c'est ainsi. L'immigration massive a été un crime dont la responsabilité est partagée par tous les gouvernements, qu'ils aient été de gauche ou de droite, avec une constance qui semble indiquer quand même qu'il y a derrière cela autre chose que le hasard. Si en effet des gens d'opinion politique, enfin pas très différentes, mais apparemment quand même un peu, ont fait la même politique, c'est qu'il y a probablement un engagement qui a été pris. En tous les cas, il y a une vision. Oui. Cette vision passe par la disparition des nations, par la construction, par la globalisation, la mondialisation, la disparition des frontières et la disparition des spécificités
civilisationnels, si vous voulez, qui font que, même encore aujourd'hui, ben, un Français n'est pas un Allemand n'est pas un Polonais, ni un Polonais, un Italien. Voilà. Les peuples se sont constitués dans notre Europe à travers quels remous, souvent sanglants d'ailleurs, mais ont réussi à atteindre un niveau d'homogénéité et d'équilibre qui leur permettait de vivre ensemble sans trop de problèmes. Encore que nous ayons reçu un chiffre inconnu d'étrangers, puisque l'INSEE dit qu'il y a eu 12 millions d'étrangers entrés en France depuis 40 ans, dont d'ailleurs des Européens. Car le phénomène de migration vide aussi certains pays de leurs élites. J'ai eu l'occasion, m'occupant d'une vieille amie qui est aujourd'hui décédée d'ailleurs, de voir des hôpitaux de la région parisienne, parce que cette vieille dame se cassait comme du verre, alors donc elle allait souvent à l'hôpital. Et je dois dire que ces hôpitaux étaient très souvent remarquables de tenue. Mais le personnel était généralement étranger. Les médecins, souvent des femmes, étaient polonaises, hongroises, tchèques, roumaines, etc. C'est la situation actuelle. Parce que en plus, alors là c'est là que vous allez vous poser quand même la question, pourquoi y a-t-il un numerus clausus en France? Car en France, il y a une loi qui limite le nombre des étudiants en médecine. Alors, s'il y a des besoins tels qu'il faut faire appel à des médecins étrangers dans les hôpitaux, il faudrait laisser les étudiants français. D'ailleurs, la technique consiste pour l'étudiant français à aller s'inscrire en Roumanie pour pouvoir revenir avec un diplôme roumain. C'est plus facile que de franchir la barre du numerus clausus. C'est pour ça que je crois qu'il y a, je vais dire, même si ça choque Marine, un complot. Il y a un complot. Je suis un complotiste. Je crois que tout ça n'arrive pas par hasard. Je crois que ça correspond à des consignes qui sont données au niveau de direction à travers des organismes comme le Bilderberg ou ce genre d'organisations qui sont chargés de diffuser les consignes de ce qu'on peut appeler, je sais pas, le grand capital, le super lobby, enfin des choses comme ça, et qui, dans tous les domaines, prennent le contre-pied de ce que nous souhaitons et nous désignent d'ailleurs comme des ennemis qu'il faut combattre et détruire. En tous les cas, ruiner si possible, pour commencer, puis ensuite étouffer, limiter leur audience, sauf quand de temps en temps il est nécessaire d'avoir une petite apparence de démocratie quand même. Alors, on laisse remonter une capacité d'expression que l'on tient serrée. Et alors ceux qui, comme nous, sont des gens qui n'acceptent pas trop la laisse, parce que ça leur enlève le poil du cou, ils ont horreur de ça, de bien garder le poil sur le cou. Alors ceux-là, c'est Satanas, c'est les abominables, ce sont des hitlériens, donc partisans de l'extermination de qui vous savez, etc., etc. Bon, voilà. Ça a été notre sort. Alors, c'est ça. Où nous allons, dans les semaines, les mois, et c'est un challenge, stopper totalement l'immigration. Nous allons nous préparer à la remigration si nous avons la force de le faire et l'argent pour le payer. Sinon, nous serons submergés. Parce que nous ne savons pas. Alors, la première des revendications du comité Jeanne, c'est qu'on établisse, et pourquoi pas par ethnie, le nombre d'étrangers qu'il y a en France. Par exemple, j'ai vu qu'il y en avait 800 000 qui avaient voté pour l'élection de Bouteflika. 800 000 Algériens. On sait qu'ils ne vont pas tous voter. Donc ils sont plusieurs millions, c'est sûr. Mais ces 800 000 Algériens n'ont pas les mêmes droits que moi. Ils ont plus de droits que moi et que vous. Par vous et moi, nous n'avons le droit de voter que pour le président français.
tandis que ceux-là ont le droit de voter pour le président algérien et pour le président français. Et les statistiques nous disent 90% des immigrés ont voté pour le socialiste. C'est un peu normal, on ne va pas leur en faire griller, c'est eux qui donnent le plus et qui se constituent des clientèles. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que des socialistes, il y a aussi des maires de droite, et on sait que quelquefois, ça n'est pas la population musulmane qui a demandé la construction de la mosquée, mais c'est le maire qui l'a proposé. Bien sûr. Parce qu'il espère que ça va faire des voix. Et ça en fait généralement, quand c'est indispensable, on a vu à Marseille, au deuxième tour, arriver les dames voilées en autocar, à 5h ou 6h, parce que on sait que ça manque et qu'il faut combler les trous. Pardonnez-moi d'aller peut-être un peu loin, faire le tour de la situation, mais je ne fais pas comment dirais-je, je ne veux pas effrayer. Il faut savoir ça. Ou bien nous allons être capables, ou des forces qui sont encore inconnues et non révélées vont être capables de s'opposer à la politique que M. Macron veut aggraver. Parce que lui, il est pour l'ouverture totale. Or, à travers les différents dispositifs juridiques de notre pays, il est une véritable passoire. On entre comme on veut. Et en particulier, il y a un dispositif qui n'est justement pas légal, qui est traditionnel, c'est l'asile. L'asile est ce qui permet à plus de 100 000 étrangers d'entrer par an. Alors, l'étranger qui n'a pas de loi, de droit, qui n'a pas de papier, entre en France. À partir de là, il dépose une demande d'asile qu'il faudra 2 à 3 ans pour instruire. Et pendant ce temps-là, l'État français lui doit le logement, la nourriture, les soins, l'école pour les enfants, tout. Et quand au bout de 3 ans, à 90%, le demandeur d'asile sera refoulé, comme on n'a pas les moyens de l'en faire partir, il restera là. Il sera clandestin officiel, avec quand même à sa disposition un certain nombre de lois qui lui permettront de se faire soigner, etc., etc. Le droit d'asile, le regroupement familial inauguré par M. Chirac et Giscard d'Estaing, qui trouvait troublant qu'un travailleur ne puisse pas être dans les bras de sa femme le soir en rentrant à la maison, comme tout un chacun. L'humanitarisme à pas cher. Et bien d'autres. Alors, les lois de naturalisation, à tour de bras, on transforme les étrangers en citoyens français. Citoyens de papier, quelquefois d'ailleurs, sans l'autorisation des personnes en question, qui disent, dans la banlieue, qu'est-ce que tu as un truc de français là? Je suis pas français, moi, tu m'obliges d'être français, je t'emmerde. Voilà, c'est ça la vérité. Et à partir de là, eh bien, nous devenons progressivement minoritaires dans notre pays. C'est d'ailleurs ce qui a permis à M. Houellebecq, grand romancier, d'écrire un livre qui s'appelle « Soumission », qui est la traduction en français du mot « islam », « soumission », dans laquelle il décrit, compte tenu des élections, un gouvernement musulman qui s'empresse d'établir, bien sûr, la charia. C'est ça, monsieur, passez-moi cette anecdote. M. Houellebecq avait dit un jour Le Pen est une brute inculte. J'avais dit, M. Houellebecq, on peut se tromper. La preuve, moi j'ai toujours cru que Houellebecq c'était un clochard ivrogne. sur la vue, quoi. Il était, la dernière fois que je l'ai vu à la télévision, il semblait s'être lavé. Donc ça va mieux, mais il écrit bien. On peut être crasseux et bien écrire. C'est mieux que l'inverse.
Il y a tellement de gentlemen qui écrivent des sottises qu'après tout, il vaut mieux que ce soit un clochard qui écrive de bons romans. Mais il est révélateur. Il était l'autre jour à la télévision, personne ne l'a interrogé sur ce livre. Alors, il est d'ailleurs assez brutifiant à la télé, il a l'air toujours d'avoir un peu de retard à l'allumage, mais en tous les cas, sa plume se tient. C'est l'essentiel pour un romancier, il faut être honnête. Ce qu'il y a, c'est que l'élite française, progressivement, ou bien quand elle était résistante, a disparu, les hussards, tous ces gens qui... car je dois vous dire une chose, comme l'homme d'expérience que je suis, il était plus facile d'écrire librement sur la guerre et l'occupation 5 ans après la guerre que ça ne l'est maintenant. Après la guerre, sont parus des ouvrages de gens qui avaient été ministres de Vichy, voire même qui avaient été des collaborateurs de l'Europe nouvelle, parce que Unser Europa, c'est pas Monet qui l'a inventé, c'est Adolf Hitler. Unser Europa, notre Europe, ben voilà, on y est. Et alors, on se promène main dans la main avec le chancelier, où on bézote la chancelière, mais moi je suis condamné, extraordinaire, j'ai été condamné, il faut que je vous raconte ça quand même, pour apologie de la Gestapo. C'est pas tout à fait dans mes cordes, mais enfin, bon, pourquoi? Eh bien, en rapportant un fait qui remontait à la Deuxième Guerre mondiale dans le nord de la France, où un lieutenant fou fusillait les gens, il est arrivé une voiture de police allemande pour l'arrêter. Et moi j'ai dit que c'était une voiture de la Gestapo. Pas du tout, c'était la Feldgendarmerie. Mais en disant que c'était une voiture de la Gestapo, M. Le Pen a bien entendu prononcer l'éloge de la Gestapo. Et voilà. J'avais dit, c'est trop. Ah ouais, bah, je t'attends. Bon, écoutez, je suis trop long. Non. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que j'ai lassé votre patience. J'ai essayé en tous les cas de vous détendre un peu. Je vais quand même vous donner une dernière anecdote qui en dit long sur la manière. Un jour, j'étais invité à déjeuner par Louis Malle, le cinéaste. Et on faisait ça au Balzar, dans l'arrondissement dont j'avais été député. J'ai été député du quartier latin au majoritaire, pas à la proportionnelle, au majoritaire. Et il me dit, écoutez, je vais faire un film sur la résistance, et comme je sais que vous êtes un ancien officier de Waffen-SS, j'ai dit, pardon? Monsieur Le Pen, je sais que vous êtes un ancien officier de Waffen-SS, et j'aimerais avoir votre point de vue. Mais je dis, monsieur Malle, j'avais 12 ans en 1940, je n'ai pas été Waffen-SS, ni officier, et le peu que j'ai fait, je ne l'ai pas fait dans ce camp-là. Et il me dit, monsieur Le Pen, tout le monde sait à Paris que vous êtes un ancien officier de Waffen-SS. Monsieur Malle, on peut dire que tout le monde croit. Attends, parce que c'est faux. Ah, il n'était pas très convaincu quand même. Mais les confidences que j'ai pu lui faire lui ont permis de faire La Combe Lucien. Vous savez des films, hein, La Combe Lucien, voilà. Eh bien, c'est cela. Et ça, ce genre de mensonge, ce genre, c'est irréversible. Ça devient mythique. Et nous sommes victimes de mythologie, nous sommes assimilés à des abominations, rien de comparable, jamais, on ne compare jamais au GPU, ni au KGB, ni au communisme, ni à tout ça, non, c'est quand même un peu démocratique, pour être honnête, mais le reste, alors là, c'est l'extrême droite. Or, le parti national-socialiste était encore plus socialiste que national, plus révolutionnaire dans ses techniques de modification de la société que c'était un parti allemand qui n'avait pas de correspondance
même avec ceux qui essayaient, qui s'efforçaient, comme quelquefois, d'en ramasser les miettes pour s'en nourrir. À part ça, voilà. Je crois que j'ai été trop long, mais je voulais vous dire une chose. Je vous félicite et je vous remercie de vous battre, de ne pas perdre l'espoir, parce que malgré les apparences, rien n'est jamais joué. La vie commence toujours demain. Et l'exemple de Jeanne, mais vous me direz qu'elle avait entendu des voix, nous on n'a encore pas entendu. Ah, ça vient. Pas encore. Mais l'exemple reste de ce grand homme, du plus grand homme français qu'a été Jeanne, réalisant en 2 ans et 3 mois un destin absolument exceptionnel dans l'histoire du monde et qui doit nous conforter. Parce que d'abord, c'est une Française, c'est un exemple dans une situation dramatique aussi, il faut le dire, de sursaut national. Et comment pourrais-je conclure sur un autre mot que de dire celui qu'elle disait, les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire.